Thomas Negaroff, on est ravis de vous accueillir à Angoulême. Donc vous êtes ici pour l'émission C'est politique de ce soir, délocalisée dans notre jolie ville, à partir de 18h30 au vaisseau Mobius. Donc bienvenue. Merci. Qu'évoque la ville pour vous? La ville où je n'étais jamais venu évoque d'abord, première chose, immédiatement, la BD. Et je ne suis pas le seul, parce qu'en me baladant un peu en ville, j'ai vu qu'il y avait plein d'allusions partout. À la BD, les noms de rues ont des bulles. Devant la gare, il y a un menhir, si je ne me trompe pas. Voilà, donc la BD est partout et donc je ne me trompe pas. Non. Si j'avais dit oui, je pense à la conquête spatiale, vous m'auriez dit j'ai pas trompé, c'est pas à Toulouse plutôt. Donc non, je suis bien d'Angoulême. Vous êtes un féru de BD? J'aime bien, alors je ne suis pas un féru de BD, j'aime bien la BD. J'en ai même fait une à l'adaptation d'un de mes romans en BD, qui s'appelait Puzzi, le pianiste d'Hitler, qui est une BD chez Futuropolis. Et je suis en train de travailler à une autre. Mais c'est secret. Ah. Vous voulez pas nous dévoiler? Non, je ne dévoilerai rien du tout. Non, c'est trop tôt. Angoulême est une terre historique connue notamment pour Marguerite de Valois et François Ier. Y a-t-il un lien entre votre choix de réaliser l'émission de ce soir et votre appétence pour l'histoire? Alors le lien, il est... Alors bien sûr, j'adore Marguerite de Valois, qu'on appelle d'ailleurs Marguerite d'Angoulême. Elle est née là, je crois, au château d'Angoulême. Je crois qu'en revanche, François Ier est né à côté, à Cognac. Ouais. Mais ce sont des enfants de la région d'Angoulême. Alors bien, j'ai ça en tête, mais c'est pas pour ça qu'on est là. C'est pas pour ça. On est là parce que c'est une ville de culture, au sens large du terme. Et que, comme on a envie d'interroger la culture, on se dit on va venir ici. Comme on a interrogé l'industrie à Mulhouse, comme on a interrogé les transports et la mobilité à Clermont-Ferrand, on essaye de poser des questions qui concernent tout le monde, pas qu'une ville ou un territoire, mais de l'ancrer tout de même dans un territoire où la problématique est particulièrement vive. Donc Angoulême. Pourquoi avoir fait ce choix d'itinérance dans toute la France de votre émission? Il y a un choix qui correspond en fait presque à un choix politique et civique, qui est de se dire, bon, c'est super de présenter une émission à Paris, dans un studio, mais c'est bien aussi quand on fait une émission qui s'appelle C'est politique, et que le politique c'est quand même voilà, la vie de la cité, d'aller interroger, et d'aller confronter nos points de vue, et d'aller écouter aussi des citoyens sur des sujets qui les concernent. C'est un exercice très différent de ce qu'on fait à Paris, mais je pense que c'est important aussi quand on fait du service public d'aller se promener. J'aime bien la notion d'itinérance, je ne l'avais pas adaptée à ce qu'on fait là, parce que dans l'itinérance, il y a l'idée d'aller effectivement, sans forcément chercher quelque chose, mais que ce qui compte, c'est aussi le chemin, quoi. Et en l'occurrence, le chemin ici, c'est de se promener dans un territoire, la France, et d'aller rencontrer des gens et leur donner la parole. On va peut-être évoquer le contenu de ce qu'on fait, mais ce qui est très important pour moi, c'est que les gens sont là, pas du tout comme un décor, pas du tout comme un public, mais comme partie prenante du moment. Ça veut dire qu'ils posent des questions, ça veut dire qu'ils parlent à la première personne, qu'ils peuvent partager leur propre expérience. On n'est pas là du tout pour uniquement avoir des gens qui posent des questions. On est là aussi pour des gens qui parlent d'eux, qui sont tout à coup... incarnés, qui racontent quelque chose, qui sont replacés au cœur d'un dispositif télévisuel, qui n'est pas que télévisuel, qui est aussi vivant et qui est aussi de l'ordre du vivre ensemble. Et en plus, d'autant plus, je crois, quand on est sur une question culturelle, qui nous concerne vraiment tous pour le coup, j'espère que ça fonctionnera comme ça ce soir et que les gens oseront parler, oseront prendre la parole. Mais ça, c'est mon travail de les mettre à l'aise pour le faire. On attend combien de personnes ce soir? Alors, je crois à 5 millions. C'est une fourchette basse. Alors, il y a la salle et il y a à peu près 200, un peu plus de 200 places. On aurait pu faire plus grand si on avait pu... voilà, il y a plus de gens qui se sont inscrits. J'ai du mal à le formuler, mais il y a plus de gens inscrits. On s'est limité à 200, mais en vrai, il n'y a pas de limite parce qu'après, ce qu'on fait est capté avec plein de caméras. C'est très joli d'ailleurs à l'image. C'est diffusé sur la plateforme France.tv. Donc là, il n'y a pas de limite. Les 5 millions, ils sont là. Et il y a aussi le podcast. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la conversation qu'on va avoir. J'insiste sur le mot conversation, c'est plus ça qu'un débat ou qu'une émission. Ouais, la conversation, et moi je suis assez persuadé d'une chose, et de plus en plus, c'est qu'autant le débat peut être souvent stérile, autant la conversation est fertile. Et la conversation est d'autant plus fertile que les gens apportent quelque chose d'eux-mêmes, déposent quelque chose aussi de leurs problématiques, qui sont ensuite prises en charge ou pas par les experts qui sont là, ou par d'autres gens. Bref, la conversation, elle peut être très puissante. Quel est votre livre de chevet? Avez-vous justement une bande dessinée favorite? Alors,
je vais être au très premier degré, mon livre de chevet en ce moment, donc le livre à mon chevet, même s'il n'est pas vraiment à mon chevet, il est plutôt sur le côté. En général, c'est rare d'avoir son livre à son chevet. Non? Alors, moi, il est au sol, le mien, mais Alors, chacun... le livre sur ma table de chevet, bah si, voilà, ma table de chevet, mais la table, c'est La maison vide de Laurent Mauvigné. Je ne vous cache pas qu'il y est depuis un petit moment, parce que c'est un livre qui fait 900 pages ou 800 pages, mais qui est formidable et que je lis volontairement lentement parce que j'ai peur d'arriver à la fin. Et donc là, il est avec moi à Angoulême. Je l'ai lu un peu dans le train, je le lirai ce soir, je le lirai demain, mais c'est mon livre du moment. C'est pas une BD pour l'instant. Il y a les Watchmen qui sont pas loin, mais là c'est la BD. Mon livre de chevet est un roman. Et franchement, si ma voix peut avoir un impact de pousser à lire ce livre, c'est un livre extraordinaire. Si on aime l'histoire, la mémoire familiale, voilà. C'est noté. Laurent Mauvigné, La maison vide, aux éditions de Minuit. Non, la bande dessinée, vous n'avez pas besoin de la voir à votre chevet, vous êtes en train d'écrire. Voilà, elle est dans ma tête. Voilà. Elle est dans ma tête et c'est pas Exactement. facile. Hein. Je suis en train d'écrire un scénario en fait, d'une BD. Moi, je ne dessine pas, bien sûr, un scénario. Et j'ai pas envie de faire enfin, je l'écris presque comme un film. Parce que je pense que les meilleures BD sont des BD où les scénarios sont très sophistiqués en fait. Et souvent, enfin parfois, des BD, on sent que ce qui compte, c'est le trait, etc. Et le scénario est un peu faiblard. Et moi, je trouve que les scénarios de BD très puissants font les meilleures BD en fait. Avec bien sûr un dessin qui va, mais je pense que, voilà, je le pense pas en me disant, je fais une BD, je me dis, j'écris un scénario. Au fil de la conversation, vous allez nous donner Non. quelques indices, même si Non. je le sens. Donc Angoulême est à la fois la capitale de la BD, une terre de festivals, notamment Oui. le festival francophone. Ouais, du cinéma, ouais. Voilà, c'est ça. Donc moi, ce soir, je vous pose la question, avant l'heure, la culture est-elle encore utile à nos territoires, selon vous? Alors c'est une question un peu rhétorique qu'on pose ce soir, parce que venir la poser à Angoulême et imaginer que des gens répondent non, on serait étonné. En revanche, elle se pose aujourd'hui. La question se pose. Et on peut se la poser quand on voit l'effondrement des budgets de la culture. Donc on se demande si nos décideurs ont bien pris conscience de l'importance, et même pas seulement des retombées économiques, mais des retombées politiques de la culture. C'est-à-dire que ce soir, on va vraiment balayer plein de choses. On n'est pas, et même retombées sociales. On n'est pas que sur des retombées économiques. Il y a des gens ce soir, je pense que Françoise Benamou, économiste de la culture, va nous dire 1 euro investi dans la culture, c'est tant de retombées, tant d'emplois, etc. C'est vrai. Mais la culture, c'est bien plus que ça, heureusement. La culture, c'est aussi ce qui peut faire un ciment de notre vie commune, de notre vie collective, ce qui peut faire qu'on partage une même vision du monde, le fameux vivre ensemble. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que moins la culture est défendue par le service public, plus, même si c'est très important le privé, hein, qui met beaucoup d'argent, c'est très utile, hein, c'est souvent un complément nécessaire, voire même plus que ça. Mais si le service public disparaît de la culture, le risque, c'est que des entrepreneurs idéologiques s'emparent de la culture pour en faire, non pas vraiment un ferment d'unité, mais de division davantage. Et donc là, ça devient un peu dangereux. Et c'est en ça qu'elle est évidemment très utile. Quand on dit au territoire, c'est pas qu'à des territoires, c'est aux gens qui vivent sur les territoires. Et je pense que dans des villes comme Angoulême, qui sont des villes qui ne sont pas florissantes, je pense, d'un point de vue économique, mais qui ont besoin de ça régulièrement. Mais c'est pas que des festivals, c'est pas que des moments. La culture, c'est pas que tout à coup du bling-bling et des auteurs connus qui viennent signer des livres. C'est tous les jours la culture. C'est aussi pour ça qu'on a le théâtre d'Angoulême ce soir présent. La culture, c'est tous les jours, tout le temps en fait. Il faut que ça irrigue tout le temps comme de l'eau qui irrigue une plante. Si c'est que régulièrement, regardez, quand il pleut que régulièrement, ça crée des inondations. Donc il faut irriguer. Et donc la question c'est, elle est utile? Oui, mais à quelles conditions? Comment? Pourquoi? Avec quel choix? Parce que aujourd'hui, on est quand même dans un monde contraint économiquement, écologiquement. Il faut faire des choix. Et donc dans ces choix-là, est-ce que la culture, elle est importante ou pas importante? Et c'est la question qu'on va se poser ce soir. On va passer à l'instant si. Oui. Donc si vous étiez un personnage historique, je vous l'ai déjà posé tout à l'heure, mais si vous étiez un personnage de bande dessinée, lequel seriez-vous? Alors moi j'aime... Ouais, c'est pas facile. Je pense que je serais... C'est vachement bien comme question. Il y a tellement de personnages de BD. Gaston Lagaffe. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'irais bien dormir là. Et Gaston Lagaffe, c'est quand même le meilleur pour prendre un hamac et dormir 5 minutes. J'adore le personnage. J'ai toujours adoré le bonhomme. Par les gaffes, mais aussi par sa vision de la vie, en fait. Que rien n'est grave. Ça, je trouve ça génial.
Et si vous étiez un homme politique, lequel choisiriez-vous? C'est dur parce que moi j'en ai interviewé plein, j'ai pas une passion pour les hommes politiques. Être un homme politique, je crois, franchement, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est beaucoup d'abnégation de travail, d'échecs. C'est très dur d'être homme politique et j'aime pas trop ce discours tous pourris, où ils sont nuls, où ils servent à rien. Moi je pense qu'on a besoin d'eux parce que s'ils sont pas là, qui va décider collectivement pour nous, enfin en tout cas qui va nous représenter, c'est important. Non, moi, si j'étais un homme politique, je ne dirais pas un nom en particulier. Moi, je serais plutôt un maire, par exemple. Voilà, une fonction. Parce que je pense que le maire, c'est un endroit où on peut agir et où on peut voir le résultat de son action. Moi, j'aime bien, dans tout ce que je fais, voir le résultat de ce que je peux faire. Par exemple, quand je fais une émission, j'aime bien voir le résultat de l'émission tout de suite. J'aime bien ça, moi, faire des choses et voir le résultat des choses. Le très très long terme, j'ai un peu plus de mal, en fait. Et quand on est un élu local, c'est là où on peut voir les choses, même si on peut impulser des choses à long terme, mais voilà, on peut décider tout à coup de créer un hôpital, de mettre de l'argent là, je sais pas, de créer un festival, par exemple, si on veut être dans la culture. Bref, j'aime bien, c'est un endroit où on peut faire des choses, je pense. Je voulais en supplément vous poser la question sur les autres arts qui peuvent vous attirer, autres que l'écriture. Vous en avez un? Alors moi, je fais plein de choses, en fait, parce que j'écris, donc des romans, c'est pas une forme artistique, mais on n'est quand même pas très loin d'une forme de création, en tout cas. Je fais du théâtre. J'ai une pièce qui tourne en ce moment en France qui s'appelle « Il ne mérite pas tes larmes » sur une histoire de ségrégation raciale aux États-Unis, une pièce qu'on avait lancée à Avignon et à partir d'un de mes livres et que je joue sur scène avec un musicien. Ça, j'aime beaucoup faire ça. J'ai fait un peu de cinéma, en comédien aussi, mais je ne sais pas ce que je préfère, si c'est la question. En tout cas, c'est ce que je sais faire. Je sais bien, malheureusement, je ne pourrais pas dessiner, je ne pourrais pas chanter, je ne pourrais pas jouer de la musique. J'aimerais bien. Hein. Chanter pour faire venir le soleil, non? Là, on risque d'accentuer la pluie. Là. J'exagère, mais non, je chante pas faux, mais c'est pas non plus, voilà, pas suffisamment pour monter sur scène. Il faut aussi avoir confiance en soi, quand même, être capable de. Non, je crois que le théâtre, j'adore ça. C'est le théâtre qui me crée le plus d'émotions, d'émotions, de peur, de trac. J'ai pas eu tout le trac à la télé, à la radio, pas du tout. Le plus d'émotions, c'est avant d'entrer sur scène. Imaginez, vous êtes derrière un rideau, il y a mon musicien qui commence à jouer, et là, vous êtes tout seul, vous entendez la salle, vous entendez des gens qui toussent, et il faut y aller. Ce truc-là, c'est très puissant. Et puis, à la fin de la pièce, c'est aussi très puissant. Bref, il y a plein de choses qui se jouent. Je pense que c'est plutôt ça, voilà. Mais après, j'aime tout faire. Moi, j'aime faire des choses très différentes. J'ai écrit un livre sur une femme qui s'appelait La Baronne de Tingen, un roman. Et c'est une femme qui adore faire des choses très différentes, des choses qu'elle n'a jamais faites. C'est un peu ce qui me guide aussi. Et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que c'est du luxe. Hein. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui aimeraient bien faire des choses différentes, et qui sont obligés d'aller prendre la caisse du Monop et la rendre le vendredi soir ou le samedi matin. Je ne suis pas du tout en train de dire vivez votre vie, inventez vos vies. C'est du luxe. Mais comme je peux le faire, j'essaie de le faire au maximum. Et donc, vous n'avez jamais eu le trac en montant sur scène avant, sur scène, lors des émissions, à la radio Si, alors, il y a des émissions où il y a plus d'enjeux que d'autres, où on sent, par exemple, j'ai fait une émission il y a quelques années sur ces politiques, on avait reçu 4 femmes qui avaient été victimes de PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Là, c'est des émissions lourdes parce que il y a beaucoup d'enjeux, les gens sont très émus, c'est très important en fait. Elles sont toutes importantes les émissions, mais il y a des émissions où on sent que chaque mot est pesé, qu'on a en face de vous des gens qui sont faibles, fragiles, pas faibles, mais fragiles, et donc il faut être bon. Et donc là, il y a une pression qu'on se met soi-même. Mais le trac de je vais me tromper, etc., ça je m'en fous. Et même je trouve que on peut s'amuser de ses erreurs à la télévision, c'est pas grave. Sur scène, en revanche, on peut pas. Si sur scène je me trompe par exemple, je peux pas dire mais ouais, j'ai la tête ce soir, et je reprends. À la télé, on peut faire, c'est quand même sympathique pour les gens, ils disent il est normal, mais sur scène, on ne peut pas faire ça. Donc il y a un côté, et puis sur scène, quand vous dites un mot, ce mot va lancer un éclair, va lancer une lumière, va lancer un son. Donc tout est quand même assez chronométré. En télé, beaucoup moins en fait, on est beaucoup plus libre. Et moi en télé, j'adore laisser libre cours à l'improvisation, à la mienne et à celle de mes invités. Au théâtre, non, on ne peut pas. Et donc c'est ce truc contraint qui fait qu'on ne peut pas se rater, qui me fait un peu plus peur. Merci Monsieur Snegarov. Merci. À ce soir. À ce soir.